L'épée de Saint Michel qui terrasse le dragon. Vous voyez, peut-être vous connaissez cette histoire. L'épée de Saint Michel qui terrasse le dragon. Alors, il n'y a pas de temps défini. Hein. Mhm. Et il n'y a pas d'épée non plus. Il n'y a pas de... D'accord. Donc, quelle est cette histoire du coup d'épée de Saint Michel à ce dragon? C'est l'épée de notre souveraineté. Alors déjà, est-ce que c'est une histoire inventée? Est-ce que c'est quelque chose de symbolique? C'est à quoi ça correspond? Il y a plusieurs choses, plusieurs histoires, il y a beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Là, ça montre un barrage, tu sais, les barrages qui retiennent l'eau. Et ça me montre que certaines forces pensent pouvoir maîtriser les lois de la nature, comme on fait avec un barrage d'eau, mais que à chaque fois, au bout d'un moment, en fait, l'eau serait donc, par exemple, les humains, qui justement, à force, vont détruire en fait ce barrage et faire la pression, si tu veux. Et ça marche d'un point de vue individuel, mais aussi collectif. Et c'est en plein dans ce qu'on appellerait l'évolution de l'ascension, ou peu importe, de retrouver sa souveraineté, si tu veux, et cette colonne de lumière. C'est ça, cette épée. Et si elle devient, alors si elle est individuelle, c'est déjà super, mais après, elle peut devenir collective. D'accord. Ça montre ça. Ok, Adrien. Alors moi déjà quand tu dis Saint-Michel qui terrasse le dragon, j'arrive pas à le voir humain, je le vois forcément, en fait c'est Michael, tu sais. Ça me dit que c'est comme si c'était raconter une version humaine d'un archétype qui est le combat de Michael contre les serpents. Et ça me dit que cette épée, c'est, j'ai vu le roi Arthur, c'est Excalibur, c'est pareil, c'est un archétype. C'est qu'elle est figée dans la roche et on la sort pour récupérer sa souveraineté. Et voilà. C'est comme si l'épée d'Excalibur et le Graal, c'était un peu la même chose. On trouvait en soi cette souveraineté en fait que l'on a. Et pourquoi Michael ou pourquoi Michel? C'est comme si cette partie de l'univers presque géographique, c'est pas comme si ça lui appartenait, mais s'il a son influence dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de... Je vois pas un démon ou un reptilien en particulier. C'est vraiment, tu sais, affirmer cette souveraineté de la source dans cette région du monde de l'univers, des multivers, qui est un peu oublié. Oui, Adrien. Et oui, ça me dit qu'en fait, et quand on nous prend la souveraineté, des fois on est tétanisé comme ça, et qu'en fait ça correspond à ça, cette roche qui enserre l'épée. Et que quand on sort l'épée de la roche, on reprend une dynamique, on reprend notre souveraineté. Mais que tu sais, cette attitude de supporter en fait en étant tétanisé sans réagir, c'est ça la roche qui enserre l'épée Excalibur. D'accord. On l'a donc chacun en nous, en fait. Vous voyez ça à Saint-Michel alors? Au Mont-Saint-Michel, c'est ça? Alors moi je vois Michael. Moi aussi, je vois le nom de Michael apparaît et pas celui de Michel en fait. D'accord. Comme si son nom Michel c'est l'archange Michael. Ok. Alors, ok. Alors je me demandais s'il y aurait pas une inversion, parce que donc c'est donc une histoire symbolique pour parler de la souveraineté, plus que quelque chose de réel qui aurait eu lieu.
C'est parler de sa souveraineté, parler de ses propres pensées non adéquates, non alignées. C'est terrasser nos pensées non adéquates pour retrouver sa souveraineté et pour être dans l'ascension. Michael représente là la part de l'échelle à grandir, à monter en fait. Ça monte des échelles qu'à chaque fois qu'on va terrasser des parts d'ombre à l'intérieur de nous, eh bien on monte une échelle au fur et à mesure. Ce qui est marrant, c'est que c'est en plusieurs points, parce qu'il y a effectivement le retour de la souveraineté, mais il y a quand même l'utilisation presque comme un soldat en fait de cette souveraineté. Parce que dans un deuxième temps, il faut aussi passer à l'action. J'ai pas envie de dire à l'attaque, mais ça rejoint. Et pour Michael, moi je le vois pas, enfin je vois juste une énergie. C'est pas une conscience, c'est plus une énergie qu'une conscience, même si je pense qu'elle pourrait répondre, mais qui est très massive en fait, très puissante, très haute en plus. Ouais, c'est comme et ça agit justement, et quand on retrouve cette souveraineté, il y a possibilité, c'est peut-être intéressant de voir après par la suite, parce qu'en fait quand tu sors cette épée, cette souveraineté en toi, dans cette densité, tu sais, cette roche présente vraiment bien cette densité, tu sais, qui oppresse, et c'est comme s'il fallait pas forcément tirer comme un fou sur cette souveraineté, mais plutôt comme poser la main sur la roche pour se rendre compte qu'elle n'est pas si dure que ça, et pas si oppressante pour qu'elle devienne toute molle, et puis hop, elle sort d'elle-même, cette épée. Et après, il me montre l'utilisation qui peut être complexe maintenant, une fois qu'on a récupéré sa souveraineté. D'accord, alors je te laisse explorer la suite, Mathieu. Oui. Bien, Adrien. Non, je l'ai eu d'une autre façon, mais c'est exactement ce que dit Mathieu. Ça me dit que quand le moment est venu, l'épée, en fait, on la sort comme si c'était d'un fourreau, en fait, une fois qu'on a conscientisé. C'est ça. Ouais. D'accord, donc c'est plus une histoire de moment juste pour soi, parce que nous sommes prêts, c'est ça? C'est comme si, ouais, c'est comme s'il y a des moments on est crispé, et du coup l'angle de sortie de l'épée du rocher, il est un petit peu décalé, et du coup c'est impossible, comme c'est grippé. Et en fait, si on arrive avec le bon angle, en fait, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Hop, ça sort. Voilà. Ouais, l'angle, c'est basé sur le cœur vraiment. C'est comme si on polissait des parts de cette roche et en même temps, en parallèle, je vois comme si la main s'enfonce dans la roche, comme si elle devient liquide. Et du coup, on peut libérer toutes ces mémoires et retrouver son épée. Alors, c'est plus comme un cristal, comme le cristal cœur aussi, en fait. D'accord. Alors, si vous pouviez transposer ça de manière concrète pour comprendre comment s'y prendre pour sortir, puisque là c'est symbolique. Vladie, tu voulais dire quelque chose? Mais j'avais vraiment l'alignement aussi. Donc, alors on peut voir ça comme un angle par rapport à l'épée, mais aussi c'est le fait d'être parfaitement aligné. Et ça, aligné cœur, enfin ciel, cœur et terre. Donc, et c'est seulement quand on est parfaitement aligné, donc qu'on peut sortir l'épée. Et après, j'avais vu aussi comme Mathieu, il y a une dextérité à acquérir comme un entraînement. Je voyais quelqu'un qui faisait un peu, voilà, je voyais des lémiscates avec l'épée pour affiner son utilisation. Alors, je veux bien aller voir ce que ça, enfin, je vais chercher ce que ça veut dire concrètement. Vas-y, Adrien. Oui, en fait, je pense que le verbaliser, tu as demandé concrètement, c'est qu'en fait, il faut arriver à conscientiser que cette pierre, elle a la densité qu'on lui donne. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme si cette pierre, elle prenait de la densité malgré nous dans certaines situations, et quand on a réalisé d'un coup que l'épée est coincée dans la pierre, c'est exactement ce que dit Mathieu, qu'en fait, changer l'état de cette pierre qui bloque notre épée, c'est une question de positionnement, d'angle de vue, en fait, au niveau spirituel. Que représente cette pierre dans ta perception? Les choses qui nous empêchent d'agir. Les limites qu'on se met soi-même. Les limites à cette épée, voilà. Et comme dit Mathieu, une fois que l'épée est sortie, il faut savoir quoi en faire aussi, parce qu'on peut se blesser avec sa propre épée quand on est... D'accord. Donc, Mathieu... des obstructions au niveau du cœur, cette pierre aussi. C'est ça que ça me montrait. C'est tout ça, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que cette image d'Arthur qui retire l'épée, c'est vraiment ça. Plus tu mets de force à te dire que c'est difficile de la sortir, moins tu y arriveras. Et c'est effectivement de conscientiser ce que c'est cette pierre en nous qui l'empêche. Toutes ces peurs, effectivement le rôle de victime que l'on se donne soi-même en disant ah même je peux pas y arriver parce qu'il y a ça, ou c'est trop dur, ou il y a ça qui m'empêche, et en fait c'est tellement simple mais en même temps tellement compliqué de reprendre sa souveraineté, et c'est tellement le plus important. Et quand on dit on n'a pas besoin d'aide extérieure, alors ça peut être une aide au début, mais au bout d'un moment le but c'est d'arriver à la sortir tout seul, cette épée. Et d'arriver à la maintenir dans un état où elle n'est pas justement bloquée dans de la roche ou dans de la matière. Et de la garder perpétuellement comme flamboyante, parce que c'est quand elle est un peu flamboyante comme cela qu'elle est impossible d'être accolée à la matière ou engluée dedans. Et ça représente vraiment notre alignement, en fait, cette épée. Alors je vois pas d'épée, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même une colonne de lumière, et une fois qu'elle vient comme ça se concrétiser dans la matière, il y a une sorte de rayonnement. Donc si on la mettait en 2D sur un dessin, effectivement ça fait une sorte d'épée qui se dresse vers le ciel, et que l'on pourrait tenir comme cela, tu sais, où notre point zéro, notre cœur, serait le pommeau, l'accroche. Okay. Et il n'y a pas d'épée en elle-même. Il n'y a pas de. D'accord. Donc Mathieu, je te laisse continuer à explorer là ce que tu voulais explorer tout à l'heure. Adrien voulait parler. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, alors ça me l'a montré, et c'est pour que je le dise parce que je sais, en anatomie, tu as au-dessus du cœur, tu as le sternum qui est décrit dans la nomenclature latine avec la poignée, la lame. Une épée au-dessus du cœur. Voilà, enfin, ça m'a montré ça. Et donc c'était exactement ce que Mathieu disait. On l'a au point de vue anatomique en plus, tandis que toutes les réponses sont en nous. Et ça m'a montré que l'épée, en fait, régulièrement, c'est comme s'il fallait la sortir et vérifier qu'elle siffle bien dans l'air, faire des lemniscates avec et la ranger. Ça sert à rien de s'en servir pour rien, mais c'est quand même utile de vérifier que régulièrement l'épée est libre et qu'elle peut faire son lemniscate. Voilà. D'accord. Donc, si tu peux traduire, Mathieu, puisque ça, c'est symbolique. Pas Mathieu, Adrien, pardon, quand tu parles. Ça veut dire, des fois, porter l'attention sur soi et vérifier qu'on ne porte pas de contraintes qu'on aurait refusées si on avait conscience qu'elles étaient là. C'est-à-dire refaire une analyse et de se dire, est-ce que je suis totalement libre dans ma souveraineté, c'est-à-dire sans contrainte, et est-ce que toutes les relations ou toute l'énergie que je donne, je la donne de façon consciente, volontaire. Voilà. Est-ce qu'on me prend pas de l'énergie? Est-ce que j'ai pas des choses qui me plombent sans même que je les ai vues venir me plomber, en fait? Voilà. C'est ce questionnement-là qui permet d'exercer son épée de souveraineté. Oui, d'accord. Aude. Oui, je vois comme si on essayait de retirer cette épée comme l'épée dans la roche, mais qu'il y a une certaine force et une lutte vers l'extérieur, alors qu'en réalité, si on rentrait l'épée à l'intérieur, c'est là où le mouvement est dissous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la lutte, et ça permet justement de faire une fusion à l'intérieur et de nettoyer par notre cœur pour après faire jaillir en fait ce qui doit jaillir de nous, notre lumière et du coup notre souveraineté en fait. Par rapport à ce que tu disais, moi j'avais eu l'effet miroir, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous touche, c'est vraiment se dire se repositionner par rapport à ça. Et le jour où ce que l'environnement, et ce qu'on peut nous renvoyer n'a plus d'impact, c'est comme si là on était parfaitement alignés et parfaitement. Il n'y a plus de point d'accroche, si tu veux. Les autres, ils n'ont plus de point d'accroche sur nos ressentis, nos émotions, etc. Et du coup, il y a vraiment une libération. Et on retrouve vraiment sa souveraineté puisqu'il n'y a plus d'impact sur nous, quoi. En tout cas, effectivement, dans toutes les sessions clients, on perçoit cette épée de lumière au moment où la personne est prête
où elle est vraiment dans sa souveraineté, qu'elle est prête à l'affirmer. C'est quand elle a lâché tous ses miasmes, quand elle a réussi à tout libérer, et là, quand le cœur est pur, c'est là où l'épée apparaît. Exactement. Mathieu, tu as pu aller plus loin? Oui. Alors, une fois qu'on a cette souveraineté, l'important, c'est de réussir à la garder flamboyante, tu sais, mais en permanence, le plus longtemps possible, parce qu'elle peut s'éteindre et comme se cristalliser, et à la fin, c'est comme si, justement, elle retombait dans un rocher. Donc, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et l'utilisation, alors je vois pas d'épée vraiment, hein, mais c'est comme si à un moment, comme disait Adrien, on peut la sortir. Et là, je vois des mouvements énergétiques comme le tai chi, tu sais. Et c'est comme si tu reformais tes protections, tu vois, où tout autour de toi. Alors on pourrait se dire, c'est un peu comme justement si on avait des sabres laser et puis tu sais qu'on coupait tous les liens, tout ce qui nous pourrait nous retenir. Mais je vois aussi le fait de la prendre et comme se dire à certains moments, la poser, tu sais, la planter dans le sol pour montrer que son ancrage, si tu veux, et son alignement. Et là, ça fait comme une sorte d'onde de choc. Là, ton intention peut se déployer autour de toi. Et ça montre encore autre chose sur les lignes de temps. Mais ça fait peut-être on peut déjà regarder ça, mais. Ok. L'importance de ne pas être juste aligné, si tu veux, et puis rayonnant, mais hors sol. Et c'est vraiment important de vraiment venir l'ancrer dans notre réalité et dans notre dans nos racines et de la faire déployer partout autour de nous. Effectivement, c'est ce qu'on perçoit quand la personne plante son épée. Alors, même si c'est symbolique et en même temps, c'est cet alignement tertiel qui devient de plus en plus, comment on pourrait dire, de plus en plus affirmé, ou juste de l'affirmer, c'est tout. Ça crée cet ancrage juste dans l'affirmation. Je percevais aussi que l'épée, elle était à double tranchant. Pour une épée, c'est pas mal d'être à double tranchant, mais c'est comme si elle était secrète et sacrée. C'est-à-dire sacrée dans le côté de retrouver, enfin, c'est même pas de retrouver, c'est d'avoir ce côté de souveraineté et que elle se manifestait. En fait, elle est cachée, mais elle se manifeste au moment opportun face aux adversaires, mais des adversaires externes comme internes. Ok, Adrien. L'épée, c'est pas la colonne de lumière, l'épée, c'est la garante de la colonne de lumière, c'est elle qui permet de garder cette connexion fluide, parce que c'est elle qui défend justement les interférences de venir se nourrir dans la colonne de lumière. Voilà. D'accord. Et quand Mathieu parlait de sabre laser, en fait, je voyais un pratiquant de kendo, c'est les arts martiaux des samouraïs avec le sabre, et ça montre que eux, en fait, avec leur épée, alors bon, ça va être encore symbolique, je suppose, mais c'est ce que je vois. En fait, c'est pas qu'une conscience de son corps. Avec leur épée, ils maintiennent une sphère d'invulnérabilité autour d'eux, parce que ils connaissent parfaitement les gestes, et pareil que ce que disait Mathieu avec le Qigong, tout ça. Et si quelqu'un rentre dans cette sphère d'influence, ils peuvent le stopper en fait avant qu'il atteigne leur corps. Et avec cette épée, on maintient autour de soi, c'est ça le truc de l'épée tournoyante et flamboyante, je pense, c'est qu'on maintient une distance respectable autour de soi. On se garde un espace dégagé pour soi. Il ne faut pas l'utiliser comme une épée justement à aller attaquer un peu le sombre que l'on pourrait trouver. Mais en fait, je vois dans une situation où j'étais moi-même dans un bureau administratif et je vois je l'avais pas vu à l'époque, mais quelqu'un avec une entité. Et cette entité regarde justement cette souveraineté. Elle sait qu'elle peut pas t'attaquer parce que comme si tu étais armé, si tu veux. Et le danger serait d'aller aider tout le monde, tu sais, parce que tu t'épuises. Et au moment où tu vas justement ne plus briller, comme s'il n'y avait plus de piles dans ton sabre laser, et c'est là où tu peux être vulnérable. C'est ça. Ouais. C'est vraiment en fait comme si ça pulsait de la lumière tout autour de toi et elles ne peuvent même plus accéder et t'embêter toutes ces mauvaises intentions. Ok, Ladi.
Alors, j'ai vu ça aussi, mais c'est comme si la difficulté, justement, il y a ce qu'on vit physiquement et les attaques verbales et tout ce qu'on vit au quotidien. Et puis, il y a le niveau éthérique. C'est comme si aussi il fallait harmoniser ce qu'on vit en tant qu'être incarné, ce qu'on vit au niveau éthérique avec notre épée, notre colonne de lumière. Et c'est ça aussi la difficulté de trouver le bon tempo, la bonne reliance entre les deux, c'est-à-dire que prendre le temps pour visualiser cette épée, cette colonne de lumière, etc. Mais aussi après, faut l'intégrer dans le quotidien. Et c'est des fois là la difficulté. Adrien. Et alors, ça me montre une entité. En fait, elle voit que quelqu'un, son épée, par exemple, c'est comme si elle savait qu'un tel, s'il y avait du gel dans son fourreau, il peut pas sortir son épée. Un tel, c'est de la rouille, un tel, c'est un truc. Et comme si l'entité, si elle détecte une faiblesse justement dans l'épée, elle va provoquer ça en fonction de ce qu'elle a détecté. Et hop, on a l'épée bloquée. Et c'est comme ça qu'on se fait choper. Ouais. Mais des fois, c'est très physique. Là, j'ai vu tout de suite, c'est quelqu'un, comme si une de ses faiblesses, c'était par exemple la consommation d'alcool excessive, qui l'emmène dans un état où il n'est plus vraiment souverain de lui-même. Et là, il est décalé avec ses corps et il y a possibilité de l'embêter. Et en plus, après, il va entretenir le comportement pour que ça se maintienne. D'accord. Donc, du coup, il y a une sorte de cohérence avec soi-même à trouver, et puis un alignement qu'il faut essayer de l'avoir le plus souvent possible, voire en permanence. Et là, c'est parfait. Ok. Alors, est-ce qu'on peut approfondir cette histoire d'alignement? Qu'est-ce que ça signifie concrètement et comment? Ça veut dire que c'est projeté dans le physique tout ce qu'on vit dans l'éther. Enfin, moi, c'est ce qui arrive là. C'est-à-dire que ça revient aussi à ce que dit Mathieu, c'est-à-dire que tu sais tes points faibles aussi, tu sais, et après il faut essayer de les travailler dans le physique, ces points faibles. Mais par contre, projeter, ça ne matche pas, ça m'a dit ressentir dans le physique. Oui, enfin ressentir, voilà, mais faire le lien entre... Le transposer, tu voulais dire. Oui, projection, c'est quelque chose qui est, c'est un décalage. Ouais. C'est ressentir dans le physique ce qui se passe dans l'éther. Je voyais un alignement entre ces distorsions et ces vertus, comme si justement on savait qu'on avait des points de faiblesse que j'appelle distorsions, et que la souveraineté, c'est justement d'observer ça et au fur et à mesure de notre évolution, de s'améliorer sur ces points de distorsion et de s'équilibrer après avec les vertus. Ça montrait les deux phases. Ok, donc l'histoire de terrasser le dragon, c'est symbolique plutôt. C'est interne, hein. C'est pas à l'extérieur. En fait. Voilà, il n'y a personne à aller attaquer. En fait, il faut juste être la personne que l'on est vraiment. Mais c'est difficile de sonder intérieurement ce que l'on est vraiment. Nos aspirations, et puis de les faire combiner avec dans notre société, où des fois nos aspirations les plus profondes ne sont pas valorisées. Donc, imaginons quelqu'un, au plus profond d'elle, elle sent qu'elle doit être dans la nature et puis juste jardiner, ou alors juste être exploitant agricole. Et ben peut-être que en faisant un autre travail, on gagnera plus d'argent et que ce sera moins difficile. Mais il y a une cohérence qui n'est pas trouvée. Et pareil avec le regard des autres, avec toutes les choses que l'on est vraiment plus profondément de ça. Ok, Adrien. Quand tu as dit c'est en nous et tout, et en fait c'est un combat interne, c'est notre souveraineté contre nos démons qui nous entravent, mais ça montre que c'est une fractale et que à grande échelle, Michael il se bat contre les serpents, tu vois. Enfin on l'a en nous, et le combat qu'on mène chacun individuellement, ça forme un effort collectif. Okay. Ouais. C'est comme si cette statue sur le mont Saint-Michel, elle était la représentation au niveau de nos yeux pour qu'on le voit à l'extérieur, mais que finalement c'était une fausse piste de regarder à l'extérieur, mais que ce qui est visible
doit nous faire écho ou doit revenir comme un miroir pour nous. Et je vois beaucoup de magie et d'énergie magiste autour de cette statue aussi. Comme si dans le temps, il y avait eu d'autres symboles qui avaient été forts comme ça, mais qui ont été détournés. Ça n'avait pas été pris en compte de la bonne façon et qui ont été détournés par d'autres. Je vois comme des protections dans les terres autour, qui fait que seules certaines personnes peuvent vraiment aller au cœur et voir ce qu'il y a. Il y a comme quelque chose là-dessous aussi. C'est un travail profondément personnel. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est que si on a cette épée, on a réussi, on est tout content, on voudrait aider les autres, mais ça les dessert plus que ça les aide. Il faut juste comme la faire briller pour que certains se rendent compte, bah tiens, pourquoi moi je l'ai pas moi, et qui cherchent en eux comment la réallumer, comment la faire briller, s'aligner, tout cela. Et c'est marrant parce que c'est un peu multidimensionnel justement ce fonctionnement. Et c'est pour ça que des êtres qui sont sur d'autres plans, qui voient notre situation, ne vont nous aider que si on a besoin d'aide, et si on a vraiment envie ils vont pas venir interagir si tu veux, parce que eux ont comme s'ils avaient des outils qu'ils ne peuvent pas utiliser sur nous. Autrement, ça va pas vraiment nous aider. En gros, des êtres qui seraient dans des vaisseaux ne vont pas intervenir directement sur nous, tu vois, pour nous aider dans notre situation. C'est plutôt nous aider à trouver cette flamme intérieure et de la faire grandir. C'est ça. Sinon, on prive les autres si on le fait, si on cherche à les sauver, on les prive de trouver leurs propres ressources, leurs propres forces. Ouais, c'est un autre sujet, mais eux vont empêcher que d'autres interviennent avec des outils qui ne sont pas dans cette logique-là. C'est comme s'ils allaient empêcher que certains utilisent des armes qui seraient pas dans l'ordre du jeu, mais fondamentalement, c'est à nous, individuellement, de se réveiller, de poser cette souveraineté. Et c'est presque ce qu'il y a de plus, c'est la seule chose qu'il y a à faire, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est inintéressant. Si on a compris ça, c'est bon. Et tu peux être une petite mamie dans le fond de ta maison à rien faire de spécial, mais tu es souveraine. Bah voilà, t'as tout compris. Tu peux être quelqu'un qui va justement essayer de tout savoir sur ce qui se passe et tout ça, mais sans vraiment avoir toujours mis ça de côté. Et ben en fait, tu seras pas vraiment souverain. Et tu seras pas assez à côté du plus important. Et ça montre des degrés de souveraineté, c'est-à-dire là j'ai pris un être et dans un domaine il a toute sa souveraineté, dans un autre domaine il ne l'a pas. Et du coup j'ai observé pourquoi, parce que je me dis si on a la souveraineté, on a la souveraineté quoi entre guillemets. Et non, cet être il l'a pas dans tous les domaines, comme s'il n'avait pas aligné totalement et qu'il doit récupérer dans certains domaines sa souveraineté pour justement être dans cette colonne de lumière et cet alignement total. D'accord. Alors, je laisse parler Vladi. Observe Aude, une personne qui a réussi à aligner tous ces domaines. Quelle est la différence notable, s'il te plaît? Oui, Vladi. Alors, moi, j'avais comme difficulté aussi, c'est de se connaître. Et ça, c'est compliqué parce que, j'allais dire, on a tout fait pour brouiller les pistes. La matrice fait qu'on a du mal à se connaître soi-même, à s'aimer soi-même, et on nous a mis des couches, et c'est ça qu'il faut enlever, ces couches, pour vraiment savoir ce qui nous anime, vraiment le terme latin animé. Mais oui, c'est réveil de l'âme. C'est plus un dépouillement que d'acquérir. Voilà. Donc c'est enlever toutes ces couches pour retrouver que ce qui nous anime au fond de notre être. Oui, Adrien. Et oui, alors du coup pour continuer sur le mythe arthurien, ça a montré que l'épée, elle est censée nous accompagner, garder l'espace dégagé pour qu'on avance sur notre quête. Et le Graal, alors je vois, c'est une branche d'olivier avec un bol d'or. Tu sais, la branche, elle se sépare et ça maintient un bol en or. Et qu'en fait, remplir le Graal, c'est trouver la plénitude, en fait, la coupe pleine, tu vois. Et voilà.
C'est ça. Et que l'épée, elle est pas là. L'épée n'est pas une fin en elle-même. Et voilà, si on se détourne de sa propre voie, en final, comme dit Mathieu, on s'épuise. Et que l'épée est censée nous accompagner là-dedans. Et du coup, bon, ça montre encore le sternum devant le cœur, tu sais. L'épée devant la coupe à remplir. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et qui parlent finalement du même sujet. On parle de point zéro, on parle d'espace du cœur, on parle d'alignement, de souveraineté. Le Graal, en fait. Et la quête, on va tous la faire. C'est une notion d'être pèlerin, de se peler, comme dit Vladi, de ses spories, hein, et pour atteindre son Graal intérieur au fur et à mesure. Quand tu me demandais d'observer quelqu'un qui avait sa totale souveraineté, c'est un peu ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, hein, je le vois, chacun de ses pas est un pas assuré avec une onde vibratoire qui va dans le creux de la terre, mais qui va aussi s'étaler sur une surface, et sur le plan horizontal, mais aussi sur le plan vertical. Et en fait, il se sent libre, il se sent léger, il se sent heureux. Et quoi qu'il fasse, il le fait dans un amour et dans une équanimité. Ça montre que finalement, il n'y a pas beaucoup d'êtres qui ont trouvé leur souveraineté totale, hein. C'est-à-dire qu'ils ont mais qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, et qu'un être qui a trouvé cette souveraineté, il ne revient plus, ça me montre. Ou alors, s'il revient, c'est dans un état de dévouement et pour faire évoluer les consciences. Okay. Exact. Alors, Adrien, je vais laisser la parole à Mathieu avant toi, s'il te plaît. Mathieu. Tu as demandé juste un exemple de quelqu'un qui était dans sa souveraineté. J'ai vu quelqu'un qui était un homme et en temps de guerre. Et normalement, tout le monde est envoyé à la guerre, et lui a dit, bah moi je veux pas, je fais pas la guerre. Et ils sont allés le chercher chez lui. Ils l'ont emmené à l'entraînement, il a refusé. Il s'est fait tabasser. Il a refusé. Ils l'ont fini par le mettre à une table, à faire des documents. Mais même quand après il est revenu après la guerre, tout le monde l'a pointé du doigt, mais il était dans sa souveraineté. Et il y a une cohérence avec lui-même au plus profond. Parce qu'il aurait pu aller faire semblant, tirer, en se disant qu'il n'avait pas le choix, si tu veux. En se disant, bah, justement, ce rôle de victime, tu sais, bah, on m'a obligé. Et au final, bah, je me retrouve à tuer des gens ou à me faire tuer. Et tout du long, en fait, il a mis sa souveraineté en disant, bah, moi, je suis incapable de tuer quelqu'un. Voilà, tuez-moi, et puis on n'en finisse plus. Enfin, c'est bon. Et il était dans cette intégrité. Et au final, il peut être fier de lui-même parce qu'il a gardé son intégrité. C'est ça. Et alors, comment ça se manifeste dans l'éther, dans le subtil, tu perçois au niveau énergétique? C'est toujours cette... C'est vraiment cet alignement de cette colonne de lumière. Mais qui est vraiment pas mort. Indéfectible, là, pour le coup. Ouais, qui est vraiment très solide. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à une épée. Je vois pas un bâton, tu vois. Alors, ça veut pas dire que ce soit tout le temps. Des fois, il y a des moments où on s'égare un petit peu et on revient. Il faut pas se blâmer pour cela. Faut pas être dans la vertu en mode moine, parce que il faut vraiment trouver sa cohérence intérieure, son intégrité, avec quoi on est. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'interroger dans notre vie quotidienne sur qu'est-ce qu'on est fier, qu'est-ce qu'on n'est pas trop fier, on l'avouerait pas trop. Et... c'est une éthique. Adrien. Oui, non, juste tout à l'heure, je voulais dire quelque chose, c'est que Mathieu parlait d'une femme dans une cabane isolée qui avait sa souveraineté et qu'elle avait tout compris, et ça m'a montré que oui, c'est bien, mais que si de temps en temps elle voit des amis à elle qui n'ont pas forcément leur souveraineté, qu'elle leur glisse quelques conseils, c'est pas mal aussi, parce que c'est bien que ça se répande, c'est bien de monter vers le haut, mais si on peut emmener un peu les autres avec nous, c'est bien. Et que isolée dans sa cabane, ça me disait, bon ok, elle est souveraine dans son coin, donc elle, c'est presque comme si elle pouvait partir de terre en fait, bon, elle est souveraine, elle est libre, mais que l'effort il a besoin d'être collectif. Ok, Aude.
J'observe ce que disait Adrien. Ça me montrait, oui, ça, du coup, que oui, dans sa cabane, elle est impeccable avec elle-même et que si elle est avec les autres, elle peut être dans une confrontation et ça me revient sur la souveraineté qui est souvent mise à l'épreuve finalement. Mais c'est une épreuve qui vient de l'extérieur mais qui finalement vient de l'intérieur parce que s'il y a cet alignement total et cette paix, il n'y a plus de... L'épreuve, elle est plus là. Mais ça me disait aussi que oui, il faut, enfin, c'est pas qu'il faut aller vers les autres pour les aider en étant souverain. C'est une possibilité, mais finalement, c'est à chacun de le faire et l'autre ne va pas pouvoir aider à trouver cette souveraineté. C'est Adrien. Oui, non, mais c'est pas forcément aller vers les autres, mais créer des dynamiques qui permettent aux gens de retrouver leur souveraineté. Bah, par exemple, l'hypnose régressive, un sujet au hasard, ça aide des gens à retrouver leur souveraineté. Au hasard. Donc voilà. Et, Ouais, en fait, quand je regarde Mathieu, je le vois pas du tout dans une cabane en train de méditer pour sa souveraineté à lui. Je le vois, il emmène du monde aussi. Donc voilà. En fait, c'est juste de pas forcer ou Oui, c'est ça. prendre par la main. En fait, faut pas de crispation ou forcer, mais Ouais. une dynamique qui appelle à ça. Ok. Est-ce que vous, ouais. C'est une certaine sagesse. Pardon. Oui, il n'y a pas de problème. Dans certaines situations, en fait, de dire ce auquel on croit, et c'est tout. Par exemple, moi je crois à la vie après la mort, et puis voilà, tu laisses ça sur un débat en famille, sans forcément vouloir imposer ses idées, et que peut-être ça réveillera quelque chose dans quelqu'un, et qui viendra plus tard dire ouais, mais comment ça tu dis ça, et puis peut-être en aparté pouvoir engager sur le sujet. Mais vraiment être à chaque fois dans ses convictions, mais c'est pas qu'une question de spirituel. Tu vois, là, j'ai par exemple l'exemple de quelqu'un qui est homosexuel, et voilà, je suis. Mais c'est tellement lui. Voilà, tu vois, il assume. Voilà, il affirme ses choix. Voilà. Et c'est pas c'est genre, si t'es pas content, c'est ton problème. On n'est plus obligé d'être amis, du coup, si tu n'es pas content, et je trouverai d'autres amis, c'est pas un problème. Voilà. Et c'était tellement bien ancré, posé, tu vois, affirmé que la personne est désarmée face à cette souveraineté qui s'impose à elle. Donc quand je vous entends parler, j'entends que les personnes qui sont bien affirmées dans leur cohérence, leur intégrité, leur éthique, leur alignement, ont cette forme de détachement vis-à-vis de l'extérieur. Ouais, mais c'est doux. Pour moi, c'est doux, c'est-à-dire que oui, tu t'imposes pas. Non, tu t'imposes pas. C'est pas du rejet des autres. Et moi, ce que j'avais pour compléter ce que vous dites, c'est il y a une question de tempéralité, c'est-à-dire qu'il y a des moments on doit être avec les autres, rayonner aussi et s'affirmer en douceur, tout en douceur, mais s'affirmer. Et il y a des moments où on a des besoins de se retrouver avec soi, justement, pour avancer dans cette connaissance de soi. Donc il y a vraiment une notion de temporalité. On n'est pas toujours au milieu des autres, dans la cité. Mais il y a des moments où on a besoin aussi de se retrouver dans son cœur alors c'est peut-être la méditation, c'est peut-être une retraite, c'est chacun qui voit ce qui lui parle aussi. Pardon, je laisse pas là. Ça va être... Vas-y. Désolée, Adrien. Ça va être très court. C'est juste, il y a une histoire de confrontation aussi. Quand j'entends la paix à l'intérieur, on peut entendre l'épée à l'intérieur, mais il y a aussi cette notion de force quand même. Il y a de la douceur dans de la force, une affirmation affirmée, je dirais. Et je vois ce système de confrontation avec un être extérieur, d'être à être, mais c'est une confrontation possible parce que l'autre être en face a lui aussi son épée de souveraineté, peut-être à moindre mesure, mais elle est quand même présente. Et du coup, deux confrontations avec deux êtres souverains peuvent amener à une élévation. Alors quand je dis confrontation, c'est pas un terme de guerre, c'est un terme d'élévation justement dans les énergies. Ça rencontre. D'accord. Voilà, une rencontre. Confrontation, c'est la même racine que conflit. Donc,
Ok, Et tu voulais rajouter. en fait, ça m'a dit que les gens centrés là, que tu nous as demandé d'observer, ils aspirent au bonheur et à la joie comme tous les gens qui sont dans la lumière. Mais c'est juste que quand cette épée est complètement présente, ils préfèrent tout perdre que se perdre eux-mêmes en fait. C'est que en fait, l'aspiration, ça va être le bonheur, hein. Mais si on les pousse dans leur retranchement, ils préfèrent tout sacrifier que se sacrifier cette cohérence vis-à-vis d'eux-mêmes en fait. Ok, très intéressant. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu encore plus d'urgence aujourd'hui d'affirmer ça? J'ai pas le mot urgence. Il y a plus d'êtres qui le montrent et qui vont être porteurs. J'ai pas le mot d'urgence particulièrement de là où je suis en tout cas. Je vois plein de points de lumière qui s'allument parce qu'ils ont retrouvé leur souveraineté. Et c'est ça qui fait monter la vibration aussi et notre connexion à Gaïa. Global. Oui, Adrien. Moi, ça me dit qu'on est, tu sais, il y a la courbe linéaire et il y a la courbe exponentielle. Et ça me montre que là, on est dans un mouvement de recouvrement de souveraineté collective. On est vers une accélération exponentielle. C'est-à-dire que après, même sur une planète où personne n'est souverain, tu peux avoir quelqu'un qui est souverain, comme disait Mathieu. Mais là, vis-à-vis de ta question, du en ce moment, c'est que là, il y a un recouvrement collectif qui va devenir paroxystique, ça me dit le mot. Voilà. Sans pour autant être dans un système d'urgence, c'est que c'est un état de fait, c'est un état de ce moment, voilà, c'est ça. Une bascule parce que entraîne peut-être un autre qui entraîne un autre et à un moment c'est tellement d'ampleur que ça bascule du bon côté en fait là pour le coup. Ouais. Moi, j'ai eu le mot charnière, tu vois, c'est comme si c'était une époque quand même qui permet ça. Ok. Mathieu, tu voulais rajouter quoi? C'est marrant parce que quand je vois ça au niveau collectif, effectivement, c'est comme si ils allaient essayer de détourner cette souveraineté pour que ce soit une souveraineté presque collective plus qu'individuelle. Et il faut tout le temps remettre au centre que le plus important, c'est de trouver sa cohérence en soi, sa souveraineté. Juste soi, et pas se faire embarquer, parce que j'ai l'impression à chaque fois ils trouvent des solutions, ils voient qu'on se réveille, ça les emmerde, mais ils sont malins et ils sont intelligents. Donc l'herbe sous le pied, ça m'a dit. Je vois comme un basculement d'une planète, comme plein d'êtres qui ont leur souveraineté. Ça me montre comme une sphère, et que quand justement ce que Mathieu dit, qu'il faut être malgré tout vigilant parce qu'on peut perdre cette souveraineté à tout moment. On peut se laisser influencer pour X raisons ou enfin bref. Et donc il y a un basculement et donc ils peuvent tirer profit de cette souveraineté aussi. Ça me montre. Ouais. C'est marrant, ça me montre, tu sais, quand en France on a donc décapité le roi pour mettre derrière d'autres choses qui étaient exactement la même chose. On est tous, on est redevenu souverain. Et derrière, en fait, non, pas du tout. C'était peut-être presque pire. C'est le deuxième effet qui se coule. Quand tu dis la même chose, ça m'a montré qu'on avait quand même pas mal perdu au change. Hein. Avec j'ai la notion de l'euro qui apparaît. Alors effectivement, Mathieu, il me semble t'avoir entendu à un moment donné, je ne sais plus quelle enquête, dire qu'il y avait des détournements, que cet alignement, il était régulièrement, il y avait des tentatives pour le dévier. Oui, en permanence, oui. Mais oui, ça c'est permanent. Il faut voir ça a toujours été. On s'en fiche. Dans un premier temps, c'est d'abord soi. Est-ce qu'on est intègre, est-ce qu'on est cohérent avec soi-même, et trouver tout cela, cette harmonie en soi. Et après, on va commencer à regarder comment ça agit sur les autres, ou peut-être, mais il faut toujours revenir à la base, parce qu'on peut vite fait se faire détourner ou se faire embarquer par des énergies collectives, et de pas se rendre compte que finalement, on est en train de bouger, ne plus d'être vraiment ce qu'on avait envie d'être. Ouais. Exactement. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment se sent quelqu'un qui est parfaitement aligné, qui est parfaitement dans sa souveraineté. Quels sont ses ressentis émotionnels, physiques, psychiques, pour que
les personnes qui sont en train de chercher ça puissent arriver à se calibrer. Oui, Andrea. Il se sent super bien, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il se sent super bien, léger, et des relations saines. Il fait son métier avec plaisir. Enfin, c'est que il fait ce qui l'intéresse en fait. Voilà. Ou alors il a une vision juste. Mais c'est comme, tu sais, quand tu as une décision importante à faire et que tu sais pas, et tu sais un peu tous les jours, tu sais pas trop, tu sais pas, et à un moment tu dis bon, c'est ça, voilà, j'ai décidé. Et ben, c'est exactement cette même sensation. C'est une certitude intérieure. Voilà, ouais. Par exemple, imaginons, tu as décidé de partir de ton travail. Et quand tu es dans cette incertitude, tu es là, un jour ça va pas, tu sais pas, tu te demandes, et à un moment tu te dis bon, allez, hop, c'est bon, c'est fait, j'ai sauté, je pars. Et dès que c'est figé, c'est bon, tu as compris, tu as trouvé. Et tu t'es plus en paix avec toi-même parce que tu sais que tu as fait un choix et que tu as trouvé ta cohérence. Voilà. Je vois des titillements quand même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il peut vivre des relations saines, mais il les vit sainement parce que quand il y a quelqu'un qui veut titiller ou tester sa souveraineté, eh bien, lui, en fait, c'est comme s'il y avait une bulle et que il se sent dans un espace, voilà, où même si ça l'atteint à un certain moment, parce que je vois que ça peut l'atteindre quand même, parce que il est humain, mais humain, ça veut pas dire qu'il a pas de, voilà, ça veut dire qu'il renvoie la chose, mais il la renvoie dans un système de cœur, c'est-à-dire pas pour que ça fasse mal, mais pour que ça ne le fasse pas mal à lui en fait, et qu'il garde sa souveraineté et qu'il soit pas bouffé dans l'énergie non plus. Ouais, très bien. C'est ça. J'ai la même, quand j'entends Aude parler, j'ai la même image du samouraï de tout à l'heure, et il y a un coup qui passe et hop, il dévie. Du coup, ça reste dans la sphère de ce qui est acceptable. Bon, c'est une attaque, mais il la dévie, ça l'a pas touché, il l'a dévié. Voilà. Ça veut pas dire que derrière il va aller attaquer, mais il a défendu son espace vital. Voilà. Oui, moi j'avais la plume du canard comme image. Ça coule, même si ça l'atteint quand même, il laisse couler. Ouais. Oui, mais il sait dire non aussi. Hein. Ça coule, oui, et en disant non aussi par moment, parce que ce non, en fait, est la manifestation de l'épée cœur qui est posée dans la terre d'un coup. Et c'est juste pour écarter tout ça, en fait, hein. Et avec de la lumière, avec sa propre lumière. Ok, alors ça m'interroge également au sujet des enfants, puisque les enfants dans les terres ont leur souveraineté, ne sont pas soumis à l'autorité des parents, et néanmoins, dans la densité, c'est pas le cas. Est-ce que les enfants ont déjà cette souveraineté, ou est-ce qu'ils sont en apprentissage de leur souveraineté, il y a tout un processus et que c'est tout le processus de développement justement. Je vois plutôt l'inverse, moi. C'est qu'ils sont souverains et que c'est comme si on leur apprenait à ne plus être souverains. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, quand je vois des enfants, ils sont complètement souverains, mais ils font leur truc, c'est tout. En fait, c'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas leur environnement qu'en fait ils sont dans leur souveraineté personnelle. Et le fait de leur dire il faut que tu obéisses au professeur, il faut que tu écoutes papy, il faut que tu... en fait, c'est comme si justement ils transféraient une partie en fait de leur souveraineté. Ok. Très intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous pouvez développer ce... je vois comme une graduation. Vas-y, Gladys. C'est comme si l'éducation les enfermait au fur et à mesure. Voilà, les codes sociaux, l'éducation, le regard qu'on peut porter. Tu fais ci, tu fais ça. Le jugement que les adultes vont porter sur ce qu'ils font, les enfermait petit à petit. Ouais. Oui, Aude. Oui, je vois comme une âme qui vient et qui s'incarne. Je vois je vais donner un exemple, une graduation de 0 à 10 et où elle est totalement souveraine. D'ailleurs, ça montre qu'elle se sent vraiment comme Dieu. Finalement, et au fil des injonctions, au fil des paroles,
tout autour dans son environnement, je vois cette graduation qui baisse, qui baisse, qui baisse. Pour certains, il n'y en a plus du tout. C'est totalement perdu, en fait. Hein. Et, enfin, perdu, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être retrouvé, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Et après, en grandissant, je vois que ça remonte, que ça revient. Ouais. Et je vois la période de l'adolescence où ça commence à se réveiller et où on commence à se dire, ben non, finalement, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Enfin, mais il y a encore tout autour qui empêche ça. Enfin, qui empêche. C'est au fur et à mesure. Je vois que oui, l'éducation, ça bride. Mais il n'y a pas que l'éducation scolaire, parce que c'est une des formes de bridage, de devoir se formater aux institutions, tout ça, même si les injonctions sont en décalage avec nos ressentis. Et il y a aussi l'éducation parentale, en fait. La cellule familiale, c'est important, parce qu'il y en a, ils vont vouloir prendre l'épée de leur enfant, vraiment. Et il y a des cas où les parents, ils sont fiers de voir que les enfants ont leur propre épée. Mais après, c'est plus sur du long terme, là. Parce qu'à un moment, quand les petits font des caprices, tout ça, enfin, tu vois, c'est pas... Mais là, je vois qu'il y a des parents, ils sont fiers de voir que leurs enfants sont souverains. C'est une fierté pour eux. Et que d'autres, à l'inverse, si les enfants s'éloignent de ce qu'eux, ils avaient voulu, là, ils leur prennent l'épée, enfin, ou ils la bloquent, quoi, on va dire. Voilà. Il y a une perte de souveraineté avec l'IA, les ordinateurs, toutes les connexions, tous les jeux. Je vois un enfant qui est devant et au fur et à mesure qu'il est devant un ordinateur, ça le grille de l'intérieur, en fait, et il y a comme un décalage avec sa souveraineté, ça la met de côté de plus en plus à chaque fois, et du coup ça le perd dans cette réalité. Il n'est plus connecté ni à sa souveraineté ni à cette réalité de dimension où on se voit, tu me vois, quoi. Oui, je l'ai. C'est en lien aussi avec le niveau de conscience des parents, c'est-à-dire que des parents qui ont leur souveraineté et qui ont conscience de ce que ça implique, ils vont élever leurs enfants, entre guillemets, en respectant cette souveraineté et la personnalité de leur enfant. Mais si les parents, ils sont, j'allais dire, bon, interférés ou autre, peu importe le terme qu'on emploiera, bah oui, ils essaient d'enfermer leurs enfants dans le même système de toute façon. Dans les terres, je vois que ça fonctionne comme un miroir où l'enfant au début vit pour lui, voilà, et à force, il commence à comme essayer de percevoir comment il est perçu et de se revoir dans lui-même, en fait, comme s'il se détachait de lui-même pour voir comment il était. Et ce détachement, tu vois, ce mouvement crée une sorte de seconde personne dans laquelle il peut évoluer. Et de ce qui est possible d'être fait, de ce qui n'est pas possible. Et c'est graduel, hein. Et je vois qu'effectivement, les parents ont énorme... c'est plus une question de valeur qui est mise derrière tout ce qui se passe dans sa vie. Où on va te dire ça, tu peux faire parce que c'est possible. Tu es un petit garçon, t'as pas le droit d'aller à la danse, c'est pour les filles. Toi, tu es grand. Il y a plein de petites choses qui sont anodines, mais qui vont faire un décalage progressif. Et je trouve que la marge la plus importante semble être celle des parents, de l'éducation familiale plus qu'à l'école. Parce que tu peux être complètement souverain en allant à l'école, en sachant que bon, il faut aller là-bas, voilà, on fait ça, mais tu redeviens toi-même. Adrien. Ça me montre que en fait cette épée, dans la relation enfant-parent, elle s'éteint ou elle s'allume en fonction de la tendance qu'ont les parents d'affirmer ou de contredire les ressentis internes de l'enfant, en fait. C'est que l'enfant, il a envie de rester souverain en grandissant, et si on lui contredit trop ses ressentis internes, bah, il doute, en fait. Il est plus stable, parce qu'il fait confiance à ses parents par nature, et si on lui contredit trop, bah, en fait, après, il doute de lui-même. Il peut plus avoir cette certitude indéflectible, stable. C'est-à-dire que si on lui a fait douter de ses propres ressentis, c'est même plus ce qu'il veut lui, des fois, en fait. C'est long, le chemin à retrouver, pour savoir qui il est vraiment, de quoi il a envie, voilà.
Et comme dit Mathieu, si les parents à la maison, alors tout en apprenant les bonnes manières, ça montre des fois c'est un peu un jeu d'équilibriste, ça montre quelqu'un qui est sur un fil, d'apprendre les bonnes manières et que ce soit pas la tribu, quoi, et en même temps de lui valider ses ressentis internes pour qu'il ait une parfaite conscience d'être en accord avec ce qui le fait vibrer, en fait. Voilà, on va parler comme ça. Ok. Ouais. Alors là, j'ai à la fois l'image qui me vient, mais il y a le mental aussi qui joue. C'est vraiment la parole, hein, le verbe. Hein, la parole s'est fait chair, mais autant à la maison qu'à l'école. Et c'est là où j'apporte un peu une nuance à ce que tu dis, Mathieu. C'est-à-dire qu'une parole cassante peut casser un gamin, vraiment. Oui, bien sûr. Mais je voyais juste la part la plus importante être celle de la famille. Mais d'où confiance à ses parents qu'à la maîtresse d'école en général. Sauf que nous, c'est être impeccable dans notre parole et à la maison, enfin, et les enseignants doivent réfléchir aussi à ce qu'ils disent parce que une seule parole peut avoir un impact énorme. Oui, mais si à la maison, par exemple, tu donnes beaucoup d'importance sur la parole d'un enseignant, c'est là où ça va. Enfin bon, c'est ce que je vois de mon côté. Oui, il y a des nuances partout. Ça me montre un gamin qui est invalidé chez lui, des fois il trouve une validation de substitution chez sa maîtresse d'école aussi, ça peut arriver. Et bon, il y a toute une notion de proportion. Ouais, de pouvoir aussi. Qu'est-ce qui anime l'enseignant à avoir du pouvoir sur l'enfant ou simplement faire que l'enfant soit bien dans sa peau. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu après. Aude ? Oui, je percevais un enfant qui est encore souverain et les parents qui, eux, n'ont plus leur souveraineté. Enfin dans ce cas-là précisément, et que l'enfant vient titiller les mémoires des parents au niveau de son ADN pour que ces derniers réactivent leur souveraineté justement. Ça fait comme un écho et comme un réveil intérieur. C'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas ça me montre vraiment qu'ils ont, les enfants, cette possibilité de choquer le parent pour que lui retrouve une souveraineté oubliée. Oui, on entend souvent les gens dire à la naissance de mon fils ou de mes enfants, tout a changé. Tu vois, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Ok. Est-ce que de fait les caprices, ce serait pas cette souveraineté mise à mal, contrariée? Ça dépend. Ok. Bon. Ça dépend de la légitimité du caprice, c'est un peu ça. Il y a plusieurs cas, je pense. Ça envoie sur plein de... faut pas tout mettre non plus sur ce sujet-là. Ok. Est-ce que les enfants qu'on dit être des enfants cristal ont une particularité de souveraineté plus affirmée? Ça me renvoie sur les niveaux de souveraineté, les différentes strates. C'est comme s'il y avait des êtres qui étaient plus souverains, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Il y a comme une différence dans la force d'affirmer sa souveraineté. Oui, Mathieu. C'est surtout une choix d'incarnation. Une personne qui vient avec son incarnation, en ayant décidé de venir, va déjà être beaucoup plus souveraine. Et c'est plus ça qui est important. Parce qu'on parle souvent, tu vois, des enfants cristal, indigo. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de phrasés, beaucoup de vocabulaire qui sont ajoutés à tout cela, qui ne sont pas forcément... Justement, pourquoi on les appelle comme ça Parce qu'il y a beaucoup de volontaires. Mais là, on n'est plus dans les 3 vagues de volontaires, on est presque à la 5e. J'entendais 7 comme s'il y avait 7 vagues de réveil. Ça continue là, D'accord, ça continue là. C'est obsolète, cristal, c'est presque aussi arc-en-ciel. Il y a d'autres choses. En fait, tous ces termes-là, ça me montre que ça n'a pas de réelle valeur. C'est juste pour montrer que c'est tout en évolution. C'est les humains qui donnent ces termes-là, donc ça n'a pas de réelle en tant que tel. C'est plus une énergie particulière qui est peut-être de plus en plus affinée, affirmée.
En fait, alors c'est marrant de le voir de ce point de vue-là, mais c'est comme si la lumière avait piraté le système de réincarnation et avait comme imposé des êtres lumineux sur des endroits ou sur des naissances qui étaient prévues pour mal se passer. Et ces êtres lumineux qui arrivent avec toute leur lumière, et pas tout ce passé aussi de bourreaux victimes et puis ce traumatisme, va justement réveiller des mémoires et peut-être les nettoyer. En tout cas, même si c'est difficile pour eux, c'est le but. Et je vois en fait, oui, comme s'ils prenaient la place dans un système où c'était pas prévu comme ça, où c'était prévu, tu fais une incarnation, vu que t'en fais une deuxième, et à chaque fois c'est un peu de pire en pire, tu sais, et puis les fréquences baissent et la souveraineté diminue. Et c'est comme s'ils venaient prendre la place, tu sais, le siège, paf, pour citer un film qui c'était pas prévu pour eux, quoi. D'accord. Et néanmoins, et oui, il y en a de plus en plus, et pour autant, le système dans lequel ils arrivent est encore moins adapté. Donc, ouais, mais ils vont faire leur place. Ils vont faire leur place malgré tout. Est-ce qu'il y aurait des indications ou des recommandations pour les parents qui accueillent ces types d'enfants pour les accompagner? Dépassés. Je vois les parents complètement dépassés par ce qui se passe. Et ce sont des êtres qui sont souverains en fait. En fait, ça fait miroir pour les adultes, ça fait miroir de leur propre souveraineté qui est peut-être pas suffisamment affirmée et alignée, et du coup, ça les perturbe. Ça les fait travailler sur leur souveraineté, ouais. Oui, Adrien. Donc, soit tu t'alignes et tu t'alignes. Vas-y. Ça me dit qu'il y a des parents, ils sont pas tout à fait souverains, et l'enfant, lui, les plus. Et que du coup, ça les renvoie à ce qu'il leur reste à accomplir pour y arriver là. Ça les émerveille en fait. C'est très positif. Et tout à l'heure, pour les noms des enfants, ça me disait que c'est comme des noms d'oiseaux tropicaux, et que en fait, quand la beauté, la grâce se manifeste, on n'a pas besoin de la nommer pour l'admirer. Exactement. Ouais. Tu l'as dit, tu voulais rajouter quelque chose? Non, les noms, ça sert à rien. Enfin, j'avais on met dans des cases, mais ça sert absolument à rien. Mais Je suis bien d'accord. Alors, j'aimerais revenir, Mathieu, sur un élément que tu as perçu au tout début là sur cette souveraineté. Tu parlais de ligne de temps. Ah oui. Est-ce que tu es allé explorer davantage? Est-ce que vous percevez ça aussi? C'est quand tu plantes cette épée de souveraineté que tu l'imagines sur cette ligne de temps que tu choisis la meilleure ligne de temps pour toi. Et tu ne te fais pas imposer une autre ligne de temps qu'une qui te convient, qui est propice pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, hein, parce que comme tu sais, souvent en hypnose, quand on a des clients qui sont allongés, on leur dit, bon voilà, trouve quelque chose qui est cohérent pour toi, tu sais. Tu vas vivre cette expérience parce que tu as besoin de la vivre aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que ce sera sans problème, mais en fait, c'est quelque chose c'est parfait pour toi. C'est parfait. C'est ta ligne de temps, c'est toi qui l'as choisi. C'est ça. Et tu sauras se déployer. C'est ça. Et tu sauras être en résilience et face à l'adversité qui se manifestera dans cette ligne de temps parce que elle est parfaite pour toi. Et ça m'indique que ça va être de plus en plus important de visualiser ce que l'on veut dans notre futur. Parce que là, je vois effectivement c'est marrant, je vois des bâtiments comme si qui s'écroulaient sur des personnes, et toi, par contre, tout est lumineux. Comme si pour toi, tout s'arrangeait parfaitement dans ta vie. Exactement ce que tu veux. Et pour d'autres personnes, c'est comme si eux visualisaient ce qu'ils ne voulaient pas et le créaient en même temps sous leurs pieds. Et ils visualisent ce qu'ils ne veulent pas parce que il y a des peurs qui se manifestent. Et donc, c'est les peurs qui leur font visualiser ce qu'ils ne souhaitent pas. Mais en visualisant, ça le crée. C'est ça. Ça montre un être qui est souverain et qui a sa lumière. Eh bien, sa bulle, elle est très grande. Et celui qui n'a pas la lumière, en fait, c'est comme s'il était dans un carcan et que du coup, il n'arrivait pas à avoir des pensées de création pour aller vers une ligne de temps la plus favorable pour lui.
Et donc, être souverain fait partie de la création du présent sur une ligne de temps futur-présent. C'est ramener ses potentiels à aujourd'hui et non pas à demain. Très intéressant. Oui, Adrien. Oui, de ce que disait Mathieu, c'est ça. Ça me dit que en fait, c'est quand on visualise en utilisant surtout pas ou ne pas. En fait, ça compte. Enfin, en fait, on visualise quand même. Tu dis, je ne veux pas crever un pneu en allant à l'autre bout de la France. Bah, à force de, en fait, tu visualises un pneu crevé, en fait. Et le ne pas ou le surtout pas ou j'ai pas envie de, tout ça, en fait, ça ne sert pas. On visualise quand même. Et ça me montrait quelqu'un qui a le vertige, mais qui se penche quand même au-dessus du bord de la falaise et que ça l'attire quand même, en fait. C'est comme si, alors que normalement, si t'as le vertige, bah, tu vas pas au bord d'une falaise. Voilà, la logique, elle est là. Et lui, il est au-dessus, il regarde là en dessous de ses pieds, et ça l'attire, en fait. Et c'est comme si, enfin, on auto-crée les problèmes. Voilà. Okay. Ça cause des crispations. Par exemple, là, il y a des manques, il y a des pénuries en ce moment. Et certaines personnes, voilà, je vais faire autrement, je vais aller plutôt dans cette direction-là, et puis m'arranger, voilà, tant pis, c'est pas grave. Et puis d'autres personnes vont se persuader d'aller dans cette direction, et à tous les coups, je vais pas pouvoir aller, par exemple, chercher de l'essence, ça va être compliqué, il va tomber avec sa ligne de temps dans tout ce qu'il ne veut pas, parce que c'est comme s'il le mettait devant lui. Et il va se retrouver à faire la queue pendant 3 heures, et puis parce que ça lui donne raison, en fait. C'est un peu bizarre. Hein. C'est comme le subconscient connaît pas la négation, en fait. Donc on peut pas visualiser en négatif. Oui. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la souveraineté ne permet pas aux peurs d'être présente dans son champ de conscience. En tout cas, la souveraineté, c'est rayonner que tu es tout maintenant, et du coup il n'y a pas de manque, puisque tu es vraiment dans l'abondance. Alors je vais pas dire de l'abondance de tout, parce qu'on peut avoir l'abondance de MERDE, mais en tout cas dans l'abondance de ce qui est favorable pour notre évolution. Adrien. Non, ça revient toujours pareil. Je me dis que si notre épée, donc notre souveraineté, elle est libre de faire les lemniscats tout autour de nous, on va dire dans les 3 plans, 3 axes, on est forcément détaché des liens qui peuvent nous entraver. Et du coup, ça rejoint ce truc qu'on disait avant, c'est qu'en fait, si on se dit l'essence, faudrait que j'aille à midi, il y a la queue, mais il va y avoir la queue, non, mais bon, à cette heure-là, il y aura pas. Et en fait, l'heure, ça importe peu, tant pis, j'irai à pied ce que je devais faire, j'emmènerai ma voiture plus tard. Et si on se détache des liens qui nous entravent avec cette souveraineté, si on le prend avec détachement, on n'est pas entravé. Voilà. Ça paraît un peu porte ouverte, mais c'est c'est la logique que ça m'a montré. C'est le changement de point de vue aussi, on se décale, on prend un peu de recul et on se dit je suis bête, pourquoi ça m'impacte, je vais trouver une solution. Enfin, je veux dire, c'est aussi être capable de se réajuster aussi. Parce qu'il y a des moments, ça vient nous titiller quand même, on n'est pas parfait, enfin, je veux dire. Donc quand ça nous titille, c'est aussi se dire, allez, je lâche, ça sert à rien. Et en quoi notre pratique d'hypnose, telle que nous la pratiquons, est importante pour permettre aux personnes de recouvrer leur souveraineté? Ça suppose qu'ils ont perdu leur souveraineté pour leur permettre de la retrouver? Ça dépend. Non, pas forcément, oui. Adrien? Certains oui, certains non, ça dépend. Si on a trop perdu de souveraineté, on n'aura pas envie de venir en hypnose, parce que du coup l'entité va éviter ça. Mais voilà, c'est ça. Ok. Donc en quoi notre pratique est intéressante par rapport à ce sujet? Elle va aider l'être de se regarder en conscience et de voir là où il en est, et de lever les obstacles dans l'éther tout autour de lui. S'il y a des choses, s'il y a des interférences, il y a tout ça, en fait, ça va lui permettre de revenir dans son cœur et de retrouver cet alignement. Et après, ça lui donne, logiquement, ça lui permet de retrouver le goût de sa souveraineté. Le client se retrouve à la fin dans un état de libération interne qui lui permet d'accueillir sa souveraineté.
Tu l'as dit. Moi, j'ai une très belle image. Ouais, c'est comme si on amenait une petite lanterne et qu'on éclaire et qu'il y a une prise de conscience. Et après, la personne, c'est à elle de continuer son chemin. Mais nous, à un moment clé, on peut apporter cette lumière qui va lui permettre de voir et de changer un peu sa posture et son et de retrouver son discernement simplement. Ouais, ça me montre que en fait tout enfant, tout être humain, voilà, qui a l'étincelle divine, il aspire à la lumière. Mais il y en a en fait, ils refusent le soin et si l'effort est trop lourd d'aller les chercher, c'est pas tendre la main, faut pas se noyer avec. En fait, voilà, c'est ça. Et c'est cette histoire, tu sais, des noyés qui entraînent les gens vers le fond. C'est ça que ça me montre tout le temps. Faut faire attention comment on tend la main, tout ça. Et oui, alors ça montrait que la partie de l'hypnose, en conscientisant ce qui nous alourdit ou ce qui nous freine, on peut s'en libérer. Du coup, on est plus léger. C'est comme si ça aiguisait l'épée, en fait. C'est comme si on refaisait le fil régulièrement. En vérifiant que régulièrement on est léger, en prenant conscience de soi, en allant checker son intériorité, c'est comme si on aiguisait l'épée aussi. Voilà. Donc elle est plus efficace pour trancher les liens qui nous embêtent. Et ça montre aussi que moins on a de liens, plus le lien qui va venir s'ajouter, il va être embêtant. Donc c'est gagnant-gagnant. Parce que non seulement si on a moins de liens, on a plus de conscience de ceux qui viennent, et si notre épée est plus aiguisée, on peut les couper plus facilement. Voilà. Mathieu ? Ouais, je vois juste l'importance de vraiment le vouloir, en fait. Parce que sa souveraineté, faut plus le considérer comme, tu sais, les diapasons, pour donner la bonne note. Tu vois, et c'était ça, c'est pour ça que j'arrivais pas à jouer du violon, c'est parce que j'étais désaccordé, et de retrouver cet accord. Et il faut le prendre comme cela. Pas, tiens, je te donne mon violon, est-ce que tu peux l'accorder pour moi? Parce que dans 2 mois, tu vas revenir en disant, tiens, il est désaccordé. Et pour tout, c'est ça, en fait. C'est comme cette musique. Il faut juste comprendre quelle est la bonne note. Et si tu l'as compris, toi, et que tu as vraiment envie de l'ajuster bien comme il faut, après, c'est dans un premier temps, peut-être, tu as besoin d'aide extérieure pour le faire ponctuellement, mais qu'à la fin, tu n'aies plus besoin d'aide parce que tu sauras réaccorder ton violon tout seul. Ou aiguiser ton épée tout seul. Ouais. Ou aiguiser ton épée, effectivement. Les épées, ça me parle plus. D'accord. Pour terminer, j'aimerais bien explorer un peu plus loin ce qu'on a fait. Alors peut-être que cette partie-là ne sera pas publiée. Ce qu'on avait commencé à regarder, Mathieu, sur l'évolution de notre pratique. Comment vous voyez l'évolution de l'hypnose régressive, déjà de manière générale, et si il y a des précautions à prendre, ou si comment ou des choses à parce que tout va très vite, donc